synthonisez Radio Centre-Ville. Hellénique, lusophone, francophone, anglophone, hispanophone, arabophone et créolophone, tous réunis au 102.3 FM. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 2 décembre 2020. Au programme, le bilan du mois de l'héritage hispanique au Québec, et l'approche et le concept de développement du pouvoir d'agir et la journée internationale des bénévoles. Mais avant, on parlera aussi de l'impact de la pandémie sur les parents et les tout-petits. Pour en parler, j'ai avec moi Madame Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Madame Dagenet, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Vous aussi? Oui, super. Alors, avant de parler de la 5e édition de la Grande Semaine des tout-petits et le sondage sur l'état des tout-petits et leurs parents, j'aimerais ça, peut-être que vous me présentez l'Observatoire des tout-petits. Oui, absolument. Donc, l'Observatoire des tout-petits est un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon, dont l'objectif est de rassembler les données les plus rigoureuses dont on dispose au Québec sur l'état de bien-être et les conditions dans lesquelles vivent les tout-petits, c'est-à-dire les enfants de la période de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, et de communiquer les différents enjeux qui pourraient affecter leur développement pour qu'on puisse réfléchir en tant que société aux solutions collectives à mettre en place. Super. Alors, de 15 au 21 novembre, le collectif Petite Enfance a organisé la 5e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. Quels étaient les objectifs et les retombées de cette édition 2020? Écoutez, la Grande Semaine des Tout-Petits, c'est un rendez-vous qu'on se donne à chaque année pour lancer un appel à la mobilisation à l'ensemble de la société québécoise, donc les différents secteurs, le secteur de la santé communautaire, social, le secteur des affaires, le secteur gouvernemental. On invite chacun, en fait, à se mobiliser autour de nos tout-petits, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour favoriser le développement optimal de chaque enfant. Dans le cadre de cette même grande semaine des tout-petits, l'Observatoire des tout-petits a dévoilé les résultats de sondages sur les défis des parents et leurs enfants en période de la pandémie. Alors, Madame Dagenet, comment se portent les tout-petits et leurs parents en cette période de pandémie? Donc, bien d'abord, une bonne nouvelle. 75% des parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu au sondage nous disaient que la pandémie leur avait donné l'opportunité de passer plus de temps avec leur enfant. Et ça, on peut se réjouir de ça parce que le temps que l'enfant passe avec le parent, ça contribue à renforcer le lien d'attachement qui est si important pour l'estime de soi et le développement des tout-petits. Toutefois, ce que le sondage révèle également, c'est que les sources de stress s'accumulent au sein des familles. Donc, effectivement, 50% des parents disent vivre avec un niveau de stress élevé qui est associé à la situation actuelle, donc à la situation de pandémie. Et on note également que les parents perçoivent des impacts de la pandémie chez leurs tout-petits. Mais comment vous expliquez que 75% affirment que la pandémie a eu un impact positif, mais en même temps, ils vivent du stress. C'est comme... ils sont contents d'être avec leurs enfants, mais en même temps, ils vivent du stress. Ben en fait, c'est que ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas nécessairement, dans le sens où ce qu'ils nous disent, 75% des parents disent « j'ai pu passer plus de temps avec mon enfant ». Et ça, bien, c'est pas tant surprenant si on considère qu'il y a beaucoup de parents qui ont dû faire du télétravail. Certains ont été en arrêt de travail pendant un moment là au printemps dernier. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est plus dans notre maison, qu'on passe plus de temps avec nos enfants. Il y a peut-être certaines activités également qu'on a dû abandonner
donné à cause des mesures de distanciation sociale qui font en sorte qu'on est plus au sein de notre foyer de façon générale. On est moins à l'extérieur, on va moins en visite chez des gens, tout ça. Donc, on passe plus de temps à la fin de notre semaine. On se dit, j'ai passé plus de temps avec mes enfants. Ceci dit, est-ce que ça a été facile? Pas nécessairement, parce que il y a beaucoup de sources de stress qui se sont accumulées avec la pandémie. Les parents nous ont parlé, par exemple, là, étant donné que le sondage a été mené cet automne, ça témoigne vraiment des sources de stress là, de l'automne. Donc, la fermeture des écoles était une source de stress importante pour 66% des parents. Donc, la possibilité que ça ferme, je dis bien, ou la possibilité que les services de garde ferment, ça, c'était stressant pour les parents. Le risque de recevoir un appel du service de garde et de se faire demander de garder l'enfant à la maison à cause d'un symptôme qui pourrait être associé à la COVID, ça aussi, c'était une source de stress. Puis on comprend, quand on a des tout petits, des enfants en bas âge, la routine, c'est quelque chose d'important, autant pour le tout petit, parce que pour eux, c'est sécurisant d'avoir une routine, mais pour le parent également, c'est qu'il y a une routine qui fonctionne, qui leur permette de consacrer tout le temps qu'il faut à leur enfant, mais tout en étant en mesure de travailler. Puis là, évidemment, des événements comme ceux-là peuvent perturber le planning de la semaine. Donc, c'est le risque que ça arrive. C'était stressant. Les parents se disaient, mon Dieu, mais comment je vais gérer ça si je dois le garder, que je dois continuer à travailler à la maison? Et le corps des parents disaient que le stress associé à leur situation financière était également plus important qu'avant la pandémie. Et ça, évidemment, c'est une statistique qui augmente plus le niveau de revenus des parents diminue. Donc, évidemment, les familles qui étaient déjà dans une situation précaire avant la pandémie, sont celles qui ont été frappées le plus durement par la crise. C'est dans ces familles-là que souvent les parents peuvent avoir perdu leur emploi, s'être fait couper des heures. Certaines familles vont avoir basculé dans l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils doivent se présenter aux banques alimentaires pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, il faut penser également à ces familles-là qui sont plus vulnérables et qui ont été affectées davantage par la crise. 79% des parents d'enfants de 0,5 ans ont déclaré n'avoir utilisé aucun service ou de ressources de soutien. Est-ce que le sondage a pu identifier les obstacles qu'ils ont empêché ces parents à demander de l'aide? Non, malheureusement, c'est une donnée qui nous a vraiment surpris parce que d'un côté, les parents se disent stressés. 44% d'entre eux disent même qu'ils ont du mal à garder leur calme avec leur tout petit et qu'ils trouvent très difficile d'être coupés du contact avec leurs proches. Donc, ils sont coupés du soutien de leurs proches à cause des mesures de distanciation. Et d'un autre côté, ils n'ont pas le réflexe d'utiliser les services offerts par le milieu communautaire de la santé, des services sociaux. Donc, effectivement, on a des questions à se poser. Quelles sont les raisons de cela? Est-ce que c'est une question de barrière d'accès? Est-ce que c'est une question de ne pas connaître les services? Ou même une question de normes sociales? Est-ce que chacun se dit, ces mesures sont pour d'autres familles, d'autres qui en ont vraiment plus besoin que moi, je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on n'ose pas utiliser ces services-là alors qu'ils ont été vraiment pensés et mis en place pour nous soutenir, en particulier en cette période vraiment difficile là, de pandémie. Donc, surtout que c'est quelque le milieu chose sur lequel je vais vraiment insister, s'il y a des parents qui nous écoutent, de ne pas hésiter à aller vers les ressources. Et d'ailleurs, il y a la ligne parents qui est offerte gratuitement 24 heures sur 24. Le numéro est le 1-800-661-5081. 1-800-661-5081 et également la ligne info sociale qui permet d'entrer en contact avec un intervenant psychosocial rapidement, donc qui est le 811. Alors, ce sont deux ressources. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais ces lignes téléphoniques-là pourront vous diriger vers d'autres ressources de la communauté. Donc, vraiment, de ne pas hésiter à faire appel à ces ressources. Effectivement, il ne faut pas hésiter, surtout que le milieu communautaire a été identifié comme service essentiel dès le début de la pandémie et les organismes étaient ouverts pour recevoir et soutenir les parents en difficulté. Quel est l'impact de la pandémie sur le développement des enfants?
Mais est-ce que évidemment, il est tôt encore pour être en mesure de vraiment évaluer l'impact de la pandémie sur le développement. Toutefois, on a posé la question aux parents, comment se portent vos tout-petits en cette situation de crise? Et à leurs yeux, 52% des parents disaient que leurs tout-petits se portaient moins bien qu'avant la crise. Et plus spécifiquement, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils percevaient que leur enfant était plus irritable, plus prompt à faire des colères, plus agité et pouvait également pleurer davantage qu'avant la crise. Donc, évidemment, les tout-petits, on le dit souvent, ce sont des éponges. Ils sont très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. Et ce qui se passe autour d'eux depuis le mois de mars dernier, c'est beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements auxquels les parents, mais aussi les enfants ont dû s'adapter, des perturbations de la routine. Comme je le disais tantôt, une routine, c'est très sécurisant pour un jeune enfant. Et bien entendu, ils doivent percevoir le stress qui est vécu par leurs parents. Et au cours des dernières semaines, il y a eu également des études qui démontraient que les éducatrices et éducateurs en service à la petite enfance étaient aussi stressés, fatigués, commençaient à être épuisés par tous ces changements qui ont nécessité des adaptations de leurs pratiques. Donc, si les gens qui s'occupent de nos tout-petits sont stressés, ça fait du sens que les tout-petits perçoivent, ressentent une partie de ce stress-là et ça peut très bien se transposer dans leur comportement et leurs attitudes. À la suite de ce sondage, quelles sont vos recommandations pour que la petite enfance soit une priorité ou demeure une priorité au Québec? Mais c'est certain, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce sont les familles en situation précaire qui ont été le plus durement touchées. Donc, évidemment, des mesures telles que le soutien financier aux familles vulnérables, les programmes qui facilitent l'accès à un logement abordable et adéquat pour les familles qui ont des difficultés financières, c'est sans doute des programmes qui n'ont jamais été autant nécessaires qu'en ce moment. Évidemment, il faut penser également à faciliter l'accès à tous les services de soutien pour les parents, les ressources en santé mentale également, parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que les parents vivaient des problématiques de santé mentale en plus grand nombre associées au contexte de la COVID. Et bien entendu, les banques alimentaires sont très importantes en ce moment pour plusieurs familles, donc il faut vraiment continuer de pouvoir offrir ce service de soutien-là aux familles qui en ont besoin. Et on devra continuer de se préoccuper des impacts de la crise bien au-delà du vaccin qui est tant attendu, parce qu'évidemment, tout ça aura créé des répercussions au niveau économique et les répercussions, malheureusement, risquent de se faire sentir pour un petit bout de temps au sein des familles. Donc, il y a des familles qui auront été fragilisées. Alors, ce serait important de suivre ça de près et bien sûr de tout faire en sorte pour diminuer le plus possible la pression au sein des familles en les soutenant le mieux possible. Madame Dagenet, merci de nous avoir éclairé de la situation des tout-petits. Au plaisir de vous recevoir à une autre occasion. Merci beaucoup à vous. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Chaque mois d'octobre, on célèbre le mois du patrimoine hispanique au Québec. Pour faire le bilan de l'année 2020, j'ai le plaisir de recevoir Madame Alexandra Regalado, directrice fondatrice de Héritage hispanique au Québec. Bonjour Madame Regalado. Bonjour, comment ça va? Ça va bien vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour ce moment, pour faire le bilan du mois du patrimoine hispanique. C'est un plaisir. Ça vient juste de finir. Ça a été un mois impressionnant. On a réussi, même avec la pandémie, on a réussi à faire un très beau bilan. Super. On va revenir, mais avant, juste pour le grand public, les auditeurs, les auditrices de notre station, pouvez-vous nous présenter le portrait socio-démographique de la communauté latino-américaine au Québec? Oui, bien sûr, mais selon Canada, les latino-américains constituent le deuxième groupe ethno-linguistique issus de l'immigration récente au Québec. Surtout, la plus grande population de Latino-Américains sont concentrés au Québec, Montréal précisément. Là, on n'a pas de numéros précis. Si on cherche, on regarde qu'il y a des numéros différents partout.
Mais selon ce qu'on regarde, on est plus de 60 000 juste concentrés à Montréal. Ça veut dire que la communauté latino-américaine se concentre plus dans la région métropolitaine, surtout principalement dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Expansion, Rosemont, Petit-Patrie, Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces. Alors, puis on a aussi un détail très important, c'est que la population latino-américaine est plus féminine que masculine. On est plus de femmes que des hommes. Ça, pour moi, c'est parfait. Alors, c'est à peu près ça. Mais en tout, au Canada, on est plus de 400 000. C'est sûr que l'année prochaine, on va avoir des détails plus précis avec Statistique Canada qui va avoir lieu en 2021. Alors, je pense que ça va être un petit peu plus clair pour toute la communauté latino-américaine. À part la musique, qu'est-ce qui caractérise la communauté latino-américaine? Oui, ça c'est une bonne question. Et à part la musique, on a aussi une bonne gastronomie très variée, riche et diversifiée. Vous savez qu'on parle de plus de 20 pays qu'on a un point en commun, c'est la langue, l'espagnol, mais on a toute une culture différente qui nous ressemble plus dans tout ce qui est, comme vous venez de dire, la musique, mais la gastronomie, l'artisanat aussi, c'est une communauté qui est vraiment riche au niveau de l'artisanat, très variée et diversifiée aussi. Et la littérature, les cinémas, on a aussi de bons cinémas. Si on commence à regarder plus sur Netflix, on peut voir qu'il y a beaucoup de films latino-américains. Tout à fait. Alors, c'est pas juste la musique. On a beaucoup plus à aller chercher puis aller découvrir l'économie. On peut trouver toutes sortes de produits faciles à exporter. Puis, comme je vous dis, très différents. On parle du Mexique généralement, mais si on s'en va à El Salvador, République dominicaine, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, alors c'est large, c'est très large. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, quels sont les enjeux que la communauté latino-américaine fait face au Québec? Moi, je pense que comme toutes les communautés de la diversité, on a tous les mêmes enjeux. On peut dire un faible revenu, statut précaire au niveau de l'immigration, manque de financement pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est nous, on a fait le forum de la femme hispanique, puis forum jeunesse, puis au sondage, c'est un des points les plus importants. La manque de financement pour entreprendre, les racismes, ça on va trouver aussi dans toutes les communautés. Puis, quelque chose qu'on a découvert, c'est un taux de chômage très élevé, surtout pour les jeunes. Alors, ça commence à nous inquiéter beaucoup, parce que là, on parle que les jeunes, c'est vraiment c'est le futur. Hein? Puis là, on commence à voir qu'il y a un taux de chômage très fort au niveau de la jeunesse latino-américaine. Mais globalement, les enjeux sont les mêmes pour toutes les communautés. Hein? Effectivement. Comme j'avais dit au début, chaque mois d'octobre, c'est le patrimoine, c'est le mois du patrimoine hispanique au Québec. Comment était l'édition 2020? Personnellement, puis c'est là on a cherché tous les résultats, puis les détails. Pour nous, ça a été une grande réussite. En fait, toutes nos activités ont été faites en ligne. On a fait pas beaucoup d'activités présentielles parce que c'était interdit. Oui. Mais les résultats sont vraiment motivants à continuer vers l'avant. On a fait 5 forums de la femme hispanique, toutes présentielles. On a fait un jumelage avec une femme qui était à Honduras, qui travaille dans la communication. Elle a un programme de télévision. Puis elle était en jumelage avec Rebecca, qui est ici. Alors, la femme en Honduras, elle était obligée d'écouter le français, d'apprendre la langue. Puis Rebecca, elle avait ce jumelage-là pour apprendre plus à tout ce qui est animé en direct avec un grand public. Parce que même si on est tout seul, on a un grand public qui nous regarde. Un forum réussi avec beaucoup de
une participation incroyable. On a eu une participation de 86,4% des femmes. Alors, le reste, c'était juste des hommes. Vraiment extraordinaire, je pourrais dire. On a fait aussi les forums de jeunesse avec une belle participation, avec des thèmes très importants comme des possibilités d'emploi, le décrochage scolaire, la discrimination et le racisme. Ça, c'était une première édition, puis ça a eu un très bon potentiel, une visibilité incroyable. On a fait aussi des partenariats avec d'autres pays pour faire des échanges puis des jumelages. On a fait les forums économiques, très bien réussi, vraiment, avec la participation de madame la députée Patricia Latancio qui a fait plusieurs points importants au niveau de la COVID. Puis monsieur José Corville, conseiller de Saint-Michel. Oui. On a fait aussi la promotion de la danse, la musique, la danse traditionnelle surtout, la musique, contes et légendes pour la jeunesse. Tout ça, c'était en direct. Ça, c'était vraiment à travers les plateformes Facebook, YouTube, Instagram. Alors, pour nous, on pourrait dire que c'était très, très bien réussi. Les pays à l'honneur, à chaque année, on choisit un pays à l'honneur. Cette année, c'était El Salvador, avec une bonne participation du ministère des Relations internationales d'El Salvador. On a fait aussi un tour gastronomique, vraiment une chance qu'on a fait des enregistrements avant. Alors, ça a été bien réussi aussi et accepté pour le public. On a parlé tantôt des enjeux que la communauté latino-américaine fait face, mais est-ce qu'il y a des objectifs spécifiques au-delà de la promotion de l'héritage culturel? Oui, en fait, justement, l'organisme Héritage Hispanique Québec, l'organisme propulseur de la loi 1094, cherche plus que faire la promotion de la culture, cherche plus l'intégration et le développement économique de la communauté latino-américaine. Alors, nos objectifs sont clairs. On souhaite donner une meilleure intégration à la communauté hispanique et une visibilité. Parce que, comme je vous dis, on est déjà le 12e groupe, mais on continue à être dans l'ombre. Alors, il faut donner une visibilité claire de notre présence et de nos apports économiques à cette société. Il n'y a pas la crainte de demeurer comme un moment de faire de folklore, parce que c'est ça qui tue souvent le... Non, on est très clair. Puis si vous regardez notre page, on est plus concentré vraiment à tout ce qui est l'orientation, formation et intégration, plus que, oui, on met un peu de danse, on met un peu de gastronomie, artisanat, mais en très minime. Ça veut dire, on a fait les forums de la femme, puis au moment qu'on commençait, on avait une petite danse, une présentation folklorique, soit de El Salvador, Colombie. Mais on commence tout de suite au travail. C'est comme on fait une démonstration de notre danse, notre valeur, notre culture, mais on reste pas focalisé à justement ça parce qu'on les connaît. On connaît ça. On veut juste faire avancer notre communauté avec des objectifs clairs. Puis aussi donner les informations parce qu'il y a un manque d'informations. On arrive ici, puis on reste concentré dans notre communauté, mais on ne fait pas l'intégration. Puis si on reste éloigné des informations importantes qui peuvent nous servir, alors c'est difficile d'avancer. Alors l'objectif de l'organisme, c'est pas vraiment la danse. C'est sûr que si vous regardez toutes les activités qu'on a fait, oui, on a la danse, on a une présence, nos valeurs sont là, mais on a aussi l'orientation, l'accompagnement puis l'intégration et l'information.
on cherche toujours depuis l'année passée. Alors, ça n'a pas changé, là. Puis aussi, ça ne va pas changer. Super. On veut continuer vers l'avant avec les mêmes orientations pour réussir nos objectifs. Effectivement, en fait, cette confusion entre la promotion de la culture et ne pas tomber dans le folklore, ça m'interpelle souvent, que ce soit avec vous ou bien d'autres communautés culturelles. Ma question, en fait, c'est pouvez-vous nous décrire quels sont vos objectifs à long terme? Êtes-vous sur la bonne voie? Oui, à long terme, en fait, comme on a fait l'enregistrement au niveau des registres des entreprises, puis on a mis ça très clairement. Les objectifs à long terme, c'est d'avoir une communauté forte, concentrée, et qui puisse avoir vraiment parce que là, si vous partez, vous allez à la rue Saint-Denis, Saint-Ouvert, vous allez trouver une grande présence de la communauté latino-américaine au niveau des épiceries, des restaurations. Mais on n'est pas organisé. Alors, on veut être l'organisme les ponts pour dire, OK, on a une force. Alors, à long terme, on souhaite avoir la première banque de la communauté latino-américaine. On souhaite aussi réussir à créer les centres hispaniques pour la communauté hispano-américaine pour donner des formations, mais aussi pour partager notre langue, puis faire, vous voyez, ici, juste au Québec, il y a 65 000 personnes qui parlent espagnol. Et c'est pas juste des latino-américains, ça veut dire qu'il y a une grande population qui aime l'espagnol et qui sont prêtes à apprendre. Alors notre langue aussi fait partie de notre héritage. Alors on va continuer à développer la capacité de nos jeunes qui puissent parler plus en espagnol. C'est plus facile de parler 3 langues que parler juste une. Alors ça fait partie aussi de nos objectifs. C'est continuer notre héritage, puis avoir un lieu de rassemblement fort, puis aussi fort économiquement. Alors, je peux pas donner les détails exacts de qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est à peu près ça reste là. C'est la force économique. Si on a une force économique, alors on peut dire qu'on est une communauté solide et une communauté qui a un futur pour les générations à venir. Possiblement, on aura l'occasion d'en parler. Alexandra Regalado, directrice fondatrice de l'héritage hispanique au Québec. Merci et au plaisir. Merci, bonne journée à vous. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Le 23 septembre dernier, l'association Racine a organisé son 4e colloque sur le développement du pouvoir d'agir. Pour en parler davantage de ce concept de DPA, je reçois Dr Amnon Jacob Suissa, professeur à l'école de travail social à l'UQAM et un des artisans du colloque social. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Baron. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bien. Alors, comme j'avais dit, en fait, l'association Racine a organisé son 4e colloque sur le développement du pouvoir d'agir. Peut-être pour l'intérêt du grand public, si vous voulez bien juste nous simplifier ou présenter autrement ce concept de développement du pouvoir d'agir. Oui, écoutez, en gros, on peut dire que le développement du pouvoir d'agir, c'est d'abord créer des conditions propices pour que des individus se prennent en main. Et donc, voilà, c'est créer des conditions propices vers l'autonomie d'action des individus et des communautés, évidemment. Donc, c'est passer, si on veut, du professionnel à un plus compagnon de projet, facilitateur. Et ça, c'est, voilà, la personne est au centre, évidemment, au cœur même, je dirais, du processus d'intervention. Donc, c'est une question de transfert de pouvoir et être dans une certaine horizontalité avec les personnes qui sont souffrantes ou qui consultent.
Depuis plusieurs années, on parle de développement du pouvoir d'agir, l'autonomie, l'empowerment, le pouvoir des communautés, sauf que la pandémie continue à affecter la population marginalisée et les personnes vulnérables. S'agit-il d'un échec du concept ou bien la façon comment on l'a exécuté? Je ne sais pas si c'est l'échec du concept en soi. Le concept permet finalement de comprendre une complexité, parce que c'est complexe évidemment. Avant on parlait de la sociologie, donc de ce qu'on appelle les déterminants sociaux, et la psychologie, c'est-à-dire les dimensions caractéristiques individuelles et personnelles. Mais là, ce qu'on fait, c'est on s'intéresse aux interactions entre les deux. Et donc, la pandémie et le stress qui l'accompagnent actuellement, évidemment, c'est un choc pour tout le monde. Je crois que même les plus grands praticiens, chercheurs, etc., qui travaillent sur le stress, eux-mêmes sont touchés par ce même stress de pandémie. Donc, ça nous touche tout le monde. Le concept, il est là pour saisir une certaine réalité sur le terrain et aussi qui donne des preuves. Sinon, ça fait longtemps que ce concept-là aurait disparu. Mais au contraire, il est toujours là. Il travaille avec les gens aussi qui peuvent être stigmatisés, les personnes qui sont exclues. Comme dirait la devise, on travaille plus avec les personnes qu'avec les problèmes. Et donc, je ne crois pas que nécessairement la pandémie aggrave les choses. Je pense que elle complique les choses. Mais comme dirait l'autre, c'est pas parce que c'est complexe que c'est compliqué. C'est le problème qui traverse tout le monde, tous les acteurs et actrices dans notre société actuelle, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que cela finira. Donc il y a cette anxiété du avant, pendant et après. Comment le concept et l'approche de développement du pouvoir d'agir peut réduire les inégalités et les déterminants sociostructurels? En tout cas, en les incluant dans le processus d'intervention, au lieu d'être juste l'extension d'un étiquetage ou d'un diagnostic, par exemple. Le développement du pouvoir d'agir permet d'inclure les dimensions sociales à l'intérieur même du processus thérapeutique. Donc on va poser des questions qui comment vous sentez-vous comme personne discriminée, par exemple. À ce moment-là, on donne la dimension, la discrimination ou côté social, vous sentez-vous parfois discriminé ou socialement exclu. Donc, ces questions qui ont l'air de rien, finalement, permettent aux gens aussi de prendre la parole. Déjà, c'est un acte de pouvoir. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, de se positionner, c'est-à-dire devenir acteur, actrice de sa condition à venir, et aussi de se situer, de dire ok, je vais peut-être m'allier ou faire partie d'un groupe ou donner un coup de main ici, mais aussi prendre conscience de sa condition, parce que très souvent le fameux hyper-individualisme gèle jusqu'à un certain point l'autonomie d'action, c'est-à-dire c'est le règne du jeu au détriment du nous. Alors c'est sûr et certain que la tendance sociale depuis quelques années déjà, c'est qu'on est de plus en plus sollicités comme des individus et non pas comme des individus membres de collectifs. Donc il y a ce qu'on appelle ce fameux hyper-individualisme, donc un déterminant social central, et contrairement à ce qu'on pense, l'individualisme, ça relève pas seulement de l'individu, c'est aussi une idéologie collective et sociale. Donc il faut mettre un petit peu d'ordre avec ça et donner la parole aux individus, aux couples, aux familles, aux communautés, de contribuer justement à prendre part non seulement du problème, mais aussi des processus de solution. Ils sont des acteurs directs, ils sont les experts de leurs conditions, finalement, à partir du moment où les compétences sont moins mises en veilleuse, au contraire, elles sont plus mises en lumière.
Quand on parle des citoyens exclus, c'est qu'ils n'ont pas eu les outils favorables pour une bonne inclusion et souvent ils font face à des obstacles systémiques. Comment assurer l'inclusion sociale de ces citoyens rejetés à cause des pratiques ou des politiques imposées par la même société? Très bonne question. C'est-à-dire, quand on rencontre des personnes, d'abord, premièrement, le mot exclusion sociale, dans le mot exclusion, ça veut dire que c'est comme s'ils ne faisaient pas partie de la société. Or, ils sont bien parmi nous. Donc, c'est pas parce qu'ils sont dehors dans la rue ou les itinérants, par exemple, ils font partie bel et bien de la société. Donc, on appelle l'exclu des personnes. C'est un discours d'abord politique, mais en fait, c'est des personnes qui sont perte d'équilibre pendant une période, ils peuvent traverser une période difficile. Donc, comment aller vers, comment dirais-je, une plus grande autonomie d'action pour rester dans le développement du pouvoir d'agir? C'est vrai qu'il y a des politiques qui ne tiennent pas compte trop de ça, mais il y a aussi quand même, peut-être on le sait moins, mais le travail de ce qu'on appelle la réduction des méfaits existe bel et bien pour les personnes qui ont, par exemple, des liens sociaux faibles, qui sont très isolés socialement, qui ont vécu ou traversé des périodes extrêmement difficiles en termes sociaux, économiques, psychiques également. Donc oui, il y a cette stigmatisation qui est donnée tout simplement parce que c'est la première classification ou la classification première des gens, on les voit plus par le biais de ces carences plutôt que aussi leur force, parce que ça prend quand même beaucoup de force et de compétences pour rester en équilibre et traverser. Ça prend des compétences pour paradoxalement, pour rester debout et être itinérant. La pauvreté, c'est la même chose. Ce qu'on appelle la précarité. Et donc, c'est ça. C'est comme, enfin, je crois, on peut ajouter le fait que quand on est avec les gens dans notre bureau ou quand on les rencontre en processus d'intervention, nous avons une autonomie professionnelle. Si on fait partie des ordres professionnels, nous avons une autonomie et c'est à nous aussi de faire ce bout de chemin. Donc, même s'il y a des politiques, par exemple, qui sont plutôt comptables, par exemple, on dit, ben là, vous devez faire 25 dossiers à la protection de la jeunesse, etc., ça ne m'empêche pas d'aller aussi mobiliser l'entourage de cette personne qui est ce que j'appelle le patient désigné, c'est-à-dire elle est là parce qu'elle a été désignée dans le processus comme étant la personne qui porte le symptôme, mais il y a aussi tout l'entourage qui sont quand même des atouts à explorer. Donc c'est à nous d'aller vers ces déterminants sociaux structurels. Dans le cadre de notre intervention, on a quand même l'autonomie. On n'est pas juste des robots, algorithmes. On travaille avec des personnes, on les écoute, ils ont des choses à nous dire. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on a aussi une part de co-responsabilité à inclure ces dimensions sociales structurantes. Comment vous expliquez le fait que souvent les personnes marginalisées, les personnes exclues, à chaque fois qu'il y a une crise, ils sont le même groupe. C'est toujours les mêmes personnes exclues, les mêmes personnes marginalisées. Ben, disons que c'est sûr et certain, par exemple, comme vous le dites bien, si bien c'est la pandémie, on n'est pas tous égaux devant la pandémie. Les personnes qui sont le plus souvent objet d'intervention et de signalement, c'est d'abord les personnes à statut précaire parce qu'elles pensent plus à la survie. L'horizon psychologique n'est pas là, et ils ne voient pas le futur à moyen long terme. C'est d'abord avant tout, toutes les énergies sont canalisées vers la survie quotidienne.
Aussi, quand on vit dans un milieu précaire, on ne reçoit pas nécessairement les meilleurs conseils en termes de jugement par les pairs. On est entouré de personnes à peu près dans les mêmes conditions, ou en tout cas certains traits collectifs de ces mêmes conditions difficiles. Donc ça peut devenir. Il y a le contexte aussi de la pauvreté, de la précarité, qui fait en sorte que ça reste assez, ça peut durer. On ne sort pas de la pauvreté du jour au lendemain. Donc ça peut durer, d'où l'importance d'inverser et de travailler sur ces conditions-là, c'est-à-dire que si les intervenants sociaux n'incluent pas ces conditions-là, en donnant la parole aux gens, mais aussi en essayant de ne pas tomber dans le piège des préjugés, dans le sens de juger avant, mais plutôt de l'écouter, parce que dans notre société, on n'écoute pas les gens, comme disait Jacques Brel, on n'écoute pas. Et je pense que c'est important. Il faut les écouter et après, avec eux, non pas avec eux et pour eux, qui décident. Parce que quand ces gens-là collaborent dans des projets où ils décident partiellement, ils sont aussi dans la concertation, les chances de réussite augmentent. Donc oui, il y a effectivement un côté structurant à la pauvreté. Je pense que c'est une utopie de penser que on va rayer la pauvreté. On peut la réduire de manière importante, comme elle s'est faite au niveau international quand même. L'alimentation envers et contre tout a été plus acheminée. Il y a moins de pauvres. Toutes sortes de politiques, par exemple le microcrédit au plan international, ça fait énormément de changements dans les pays où les nécessités ne sont pas remplies. Et donc voilà, c'est un travail à double tranchant tout le temps. Et je pense que le défi, c'est quand même de ne pas tomber dans cette stigmatisation. Et regardez par exemple la protection de la jeunesse, la loi de la protection de la jeunesse. On dit que c'est la protection de la jeunesse, mais en fait c'est pas la jeunesse, c'est la jeunesse pauvre avec problèmes multiples. C'est ça la réalité. C'est pas une politique pour la jeunesse. La jeunesse qui est aisée, moyennement aisée, riche et tout sont pas touchés par la protection de la jeunesse parce qu'ils ont des réseaux, ils sont généralement moins seuls, ils ont aussi beaucoup plus de moyens, ils vivent. Alors que les personnes qui sont plus pauvres, parce que vous posiez la question pourquoi ils reviennent tout le temps, ce qu'on appelle le phénomène de la porte tournante, c'est parce que les réseaux sociaux étant plus faibles et la précarité les met dans des conditions tellement d'exposition que finalement les signalements dans l'espace social public est beaucoup plus connu dans les couches défavorisées que les couches favorisées. Les couches favorisées, même s'ils sont signalés, eux vont s'en sortir immédiatement avec leurs moyens, ce qui n'est pas le cas avec les couches sociales plus défavorisées. Docteur Amenan Jacob Suissa, professeur à l'école de travail social de l'UQAM, merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir, M. Baron, à bientôt. À bientôt. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Bénévoles du Québec organise plusieurs initiatives pour souligner la 35e édition de la Journée internationale des bénévoles qui aura lieu le 5 décembre prochain. Pour en parler, je reçois Madame Marilyn Fournier, directrice générale de Réseau de l'Action bénévole au Québec. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Avant de parler de la Journée internationale des bénévoles et de vos initiatives, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de votre réseau? Oui, certainement. Alors, le Réseau de l'Action bénévole du Québec, c'est un regroupement d'organismes ou d'organismes nationaux, donc qui ont une portée provinciale. Et nous sommes l'interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière d'action bénévole. Donc, notre mandat, c'est de représenter l'ensemble de nos membres. Donc, nos 30 regroupements membres représentent plus de 7000 organismes et 1,6 million de bénévoles. Donc, l'idée, c'est de se faire porte-parole de nos membres et d'appuyer le développement et la reconnaissance de l'action bénévole au Québec. Pouvez-vous nous parler du contexte ou la spécificité de cette année et les initiatives de la 35e édition de la Journée internationale des bénévoles?
Oui, bien sûr. Alors, la Journée internationale des bénévoles, comme vous le dites, c'est la 35e édition. C'est une journée qui a été déclarée par l'ONU. Donc, c'est le 5 décembre de chaque année. Et cette année, nous avions le goût de mettre en lumière, on veut toujours mettre en lumière l'importance des bénévoles, mais cette année, on voulait mettre en lumière comment nos bénévoles illuminent nos sociétés dans ces temps plus sombres. C'est vrai au Québec, c'est vrai partout à travers le monde. D'où notre thématique cette année qui est « Merci d'illuminer nos vies ». Alors, c'est dans ce contexte-là que nous avons décliné nos différentes actions et nos différents outils dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles qui sera le 5 décembre prochain. Pouvez-vous nous donner quelques idées, quelques activités que vous allez présenter? Bien sûr. Alors, évidemment, à l'intention du grand public et pour remercier les bénévoles et être le plus vu possible, nous allons illuminer pour une deuxième année la tour du Stade olympique de Montréal aux couleurs de notre campagne de reconnaissance qui est le bleu, le vert et le blanc. Nous allons également illuminer cette année les chutes Niagara, autant au niveau du côté du Canada que du côté des États-Unis. Donc, cette diffusion-là aura lieu le 5 décembre à 22h. Et il est possible de retransmettre cette illumination des chutes en direct sur les différents médias sociaux. Donc, sur notre site Internet, rabq.ca/5 décembre, les organismes, les entreprises, les individus, les municipalités qui voudraient retransmettre en direct cette illumination sont invités à le faire et on a préparé un guide pour informer les gens comment préparer ces publications. Nous avons également une vidéo promotionnelle qui a commencé à être diffusée sur les grands réseaux de télé qui sera diffusée au cours des prochains jours de 5 régions différentes, donc 5 organismes de 5 régions qui remercient les bénévoles. Nous avons également développé un rallye virtuel qu'il est possible de réaliser où on veut mettre aussi en vedette nos produits québécois. Donc, le prix est un panier cadeau découverte de produits québécois, mais le rallye virtuel nous aide à mettre en lumière le travail de nos 30 membres partout à travers le Québec. Et évidemment, sur le site Internet, il y a également différents outils disponibles pour les organismes, une carte postale téléchargeable que les organismes ou les entreprises ou les municipalités peuvent télécharger et adapter. Un décor Facebook, n'importe qui a le goût de remercier les bénévoles peut mettre ce filtre de décor Facebook. Et nous avons différentes visibilités dans les médias, notamment dans les journaux communautaires, les télécommunautaires et comme vous ce matin qui nous permettez de parler de cette belle journée qui s'en vient samedi prochain. Effectivement, c'est un très beau programme. Au Québec, nous avons été impressionnés par le bénévolat de nos communautés en cette période de crise. Oui. Alors, jusqu'à environ 2,2 millions de personnes qui étaient impliquées comme bénévoles. Comment pouvez-vous maintenir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour maintenir ce haut niveau d'engagement des citoyens? Dans un premier temps, 2,2 millions de bénévoles, c'est le nombre de bénévoles qui s'impliquent au quotidien au Québec, que ce soit en temps de pandémie ou pas. Donc, c'est sûr que ce qu'on a vu avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, c'est des gens qui certains n'avaient jamais fait de bénévolat et là, tout à coup, ont eu du temps et se sont dit, moi, je veux aider, je veux contribuer, donc je vais m'impliquer comme bénévole auprès d'organismes. Donc, ça, c'est un premier volet. Je vous dirais que pour être dans le domaine depuis 2 décennies déjà, quand il y a des crises sanitaires, quand il y a des catastrophes naturelles, des sinistres au Québec, les Québécois sont très généreux de leur temps et spontanément veulent venir aider. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu souvent, mais évidemment dans le cadre de la pandémie où c'est partout à travers le Québec, ça a fait un nombre impressionnant de candidatures. Nous avons reçu plus de 40 000 candidatures bénévoles sur le site jebénévole.ca qui est porté par la Fédération des centres d'action bénévole depuis déjà plusieurs années. Donc, ce site-là a reçu 40 000 candidatures. Nous avons réussi à jumeler 20 000 individus avec des organismes. Donc, c'est déjà beaucoup. Maintenant, après la pandémie, les services continuent d'exister. Les besoins en bénévolat continuent d'exister également. Donc, c'est sûr
sûr que ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui se sont impliqués bénévolement pour une première fois demeurent bénévoles par la suite. Les gens ont l'impression que ça prend beaucoup de temps pour être bénévole, alors que la moyenne d'heure au Québec est environ de 12 heures par mois. Donc, c'est pas 15 heures par semaine là, qui est nécessaire pour être bénévole. Ça, c'est dans un premier temps. Et l'autre élément aussi, c'est sûr que cette année, on a beaucoup vu le bénévolat auprès des personnes vulnérables, auprès des organismes communautaires, auprès de la santé alimentaire. Mais le bénévolat, c'est aussi des gens qui s'impliquent au niveau de la protection de l'environnement, au niveau des loisirs, des sports, de la culture, des communications. Alors, il ne faut pas oublier aussi ces secteurs-là qui ont continué d'être actifs avec leurs bénévoles, même s'ils n'ont pas été autant mis en lumière finalement que les bénévoles qui étaient actifs au niveau des organismes de première ligne. Quel rôle joue le réseau de l'Action bénévole du Québec dans l'intégration et l'inclusion des personnes issues de l'immigration dans la société? En fait, nous, on apporte des ronds conseils au niveau de nos organismes membres. Nous sommes sur le point, là, d'ailleurs, de produire un outil à l'intention des organismes qui veulent accueillir des personnes immigrantes ou qui accueillent déjà des personnes issues de l'immigration au sein de leurs bénévoles. Donc, notre idée, c'est simplement de sensibiliser à certains aspects particuliers aux personnes immigrantes, mais on croit pas qu'il faut non plus avoir un programme spécifique très particulier parce que pour nous, les personnes issues de l'immigration, ce sont des bénévoles, ils ont des besoins particuliers. Mais la façon dont on veut travailler avec eux, c'est la même façon dont on travaille avec l'ensemble des bénévoles à travers le Québec. Donc notre rôle, c'est un rôle conseil, c'est un rôle aussi de formation. Actuellement, on n'a pas de formation spécifiquement pour le bénévolat chez les personnes immigrantes, mais on va développer des outils de référence. Et là, dans le fond, comme je vous dis, nous, on agit vraiment en termes de conseils, références, pour aider les organismes à mieux encadrer, à mieux recevoir les bénévoles issus de l'immigration. L'économie est durement affectée par la pandémie. Pensez-vous qu'il va avoir un impact aussi sur l'action bénévole? Écoutez, c'est sûr que au niveau de tous les organismes qui avaient prévu des activités de levée de fonds dans les derniers mois, ces activités-là n'ont pas pu avoir lieu. Alors, dans certains cas, les organismes ont trouvé des alternatives, des activités virtuelles. Dans d'autres cas, c'était difficile de tenir les activités et c'est sûr que la collecte de fonds est plus difficile actuellement que normalement parce que tout le monde a été affecté par la pandémie. Donc, est-ce que la situation économique peut affecter le bénévolat? Je dirais non. Est-ce que la situation économique peut venir affecter les organismes au niveau des services qu'ils offrent? Là, la réponse, ce serait oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, évidemment, comme je vous dis, des activités qui devaient être réalisées, des activités d'autofinancement qui n'ont pas pu se réaliser. Donc, on est quand même très attentif. On soutient également les revendications de nos membres au niveau du rehaussement du financement ou d'un financement d'urgence actuellement par la part du gouvernement du Québec, qui est souvent le principal bailleur de fonds, considérant que les autres bailleurs de fonds, cette année, étaient plus ou moins disponibles pour pouvoir effectuer des activités de collecte de fonds et effectuer des dons. Marilyn Fournier, directrice générale de Réseau de l'Action bénévole du Québec, merci, au plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe de Racine et spécialement mon cher René qui m'accompagne de la régie. Au plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau programme. Au plaisir.